Vous l'aurez peut-être reconnu, la première scène d'Orange Mécanique, parue en 1971, réalisée par Stanley Kubrick. Alors aujourd'hui, c'est pas les films de Stanley Kubrick qui vont nous intéresser, même si il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est plutôt ces synthés qu'on entend au fond, ces nappes synthétiques qui viennent pour la première fois tapisser les murs des salles obscures. Cette production, on la doit à Wendy Carlos, une des premières femmes ayant utilisé des synthétiseurs pour composer des musiques au début des années 70 et notamment reprendre des classiques de la musique classique. Aujourd'hui, on va parler de ces synthétiseurs et surtout d'une vague culturelle qui a suivi et qui s'est appuyée sur ces synthétiseurs, la New Wave. Lorsqu'on demande à Jean-Daniel Beauvalet, ancien rédacteur en chef des Inrocks, comment il définirait la New Wave, voilà ce qu'il en dit. Le punk avait tout cassé. Il a fallu repartir de zéro, reconstruire dans tous les sens, dans toutes les directions. C'est pour cela que la New Wave a aussi bien donné Joy Division que les Nouveaux Romantiques. Il y avait une autorisation à tout faire, chaque jour un nouveau mouvement, chaque jour un nouveau groupe. La New Wave, c'est une accélération du temps peu commune dans l'histoire de la musique, qui voit par exemple Johnny Rotten des Sex Pistols redevenir John Lydon avec Peel et partir jouer du dub en Jamaïque en quelques mois. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Grégoire et je vais partager avec vous aujourd'hui une petite histoire de la New Wave, mouvement underground explosif des années 80, qui a imposé et imposé une nouvelle forme d'expression et de révolte pour la jeunesse. Alors, à la fin des années 70, on voit éclore en Angleterre, mais aussi ailleurs en Europe, un fourmillement en fait, de jeunes groupes indépendants, issus principalement des provinces. Alors on l'a dit, c'est grâce à l'arrivée sur le marché de synthétiseurs et de boîtes à rythme que ces jeunes musiciennes et ces jeunes musiciens vont faire exploser la scène musicale anglaise. Alors en fait, les synthétiseurs, ça existe depuis les années 50 à peu près. Mais on était sur des modèles déjà pas abordables, beaucoup trop chers, et pas toujours fiables. Mais on voit quand même, dans le rock progressif par exemple, des groupes comme Pink Floyd utiliser ces synthétiseurs sur leur guitare. Bien évidemment, on les entend dans le disco, qui est aussi une forme de révolution musicale des années 70. Et puis pour ce qui est des boîtes à rythme, ça existait déjà, mais surtout on l'utilisait principalement comme un métronome. C'est pour ça qu'on a des sons pas très bien définis, des patterns pas très complexes, parce qu'en fait c'est une base de pratique musicale, une base de travail. Mais il y a une demande qui est là quand même. Parce que, comme je disais, on le voit, des groupes du rock progressif en utiliser, mais aussi un groupe allemand, Kraftwerk, qui fait ce qui est alors appelé du krautrock, qui est une appellation un peu moqueuse, utilisée par les critiques anglais ou les magazines anglais, pour qualifier une vague expérimentale dans les années 70 en Allemagne, donc portée par ce groupe Kraftwerk, qui va vraiment pousser dans ses limites l'utilisation des boîtes à rythme, des synthétiseurs, et qui vont finalement populariser leur utilisation. Et ça, les constructeurs, ils sont pas bêtes. Ils ont donc commencé à produire des instruments beaucoup plus adaptés à la composition musicale et non seulement des instruments qui étaient auparavant construits comme des outils. Alors, quelques boîtes à rythme célèbres, je pense bien évidemment à la TB303,
qui nous aura permis de découvrir l'acide au milieu des années 80, la TR-808, qui a un kick, pareil, assez célèbre, qui seront utilisés par beaucoup de groupes anglais, allemands, pendant cette période qu'on appelle la New Wave, et qui feront naître quelques années plus tard, par exemple, la techno à Détroit. Alors le terme New Wave, c'est en 1976 qu'on le voit apparaître sur les unes de magazines comme Melody Maker ou NME, qui sont donc des hebdomadaires musicaux anglais. Et il est donc utilisé pour qualifier les courants qui vont émaner du punk des années 70. Alors, il faut dire qu'au départ, c'est un terme un peu fourre-tout, hein, parce que dans les années 70, donc on a cité le punk déjà plusieurs fois, pour avoir cassé toutes les règles dans la musique et apporter un message, on va dire, transgressif et parfois assez impertinent. Mais on a aussi des artistes comme David Bowie ou Iggy Pop qui portent un peu plus un aspect glam, même qualifié le glam rock, et qui abordent aussi des nouvelles thématiques. On a Kraftwerk, que je citais plus tôt, qui eux vont plutôt être précurseurs dans la musique électronique. Mais faut pas oublier le reggae, le ska, qui sont aussi des courants assez importants des années 70. Et donc, la jeune génération qui doit avoir à peu près entre 18 et 20 ans, à la fin des années 70, a complètement digéré toutes ces évolutions, toutes ces expérimentations réalisées par les générations précédentes. Et donc, elles ont cette capacité de dépasser les limites musicales qu'on avait fixées auparavant. Et bien sûr, la démocratisation de ces instruments musicaux qu'on a cités plus tôt, donc le synthétiseur et la boîte à rythme, ça permet un accès direct et plus simple à la musique pour beaucoup de groupes. Parce qu'il faut se dire qu'avant, pour avoir accès à du matériel, pour avoir accès à un enregistrement, eh bien, il fallait accéder à des studios d'enregistrement qui coûtaient cher, qui étaient souvent dans les grandes villes. Et donc là, on n'est plus trop dans les standards d'Abbey Road, par exemple. Maintenant, on est dans sa chambre, dans son garage, et on peut produire de la musique. Donc, cette démocratisation des instruments électroniques, ça permet vraiment quelque chose d'essentiel dans les courants musicaux, c'est-à-dire un accès plus facile à la musique, ce qui permet d'éviter finalement la standardisation imposée par les labels, par les studios d'enregistrement et majors. Et quel autre pays que l'Angleterre pour devenir le berceau d'une telle explosion culturelle? Même si c'est pas à Londres que ça se passe. En fait, ça se passe un peu partout en Angleterre. Le sud de l'Angleterre, notamment, est une sacrée pépinière à talents. On a les Cure qui viennent de Crawley, Tear for Fears qui vient de Bath, ou encore Depeche Mode qui vient de Basildon, qui est une petite ville du comté d'Essex, il me semble. Donc vraiment la campagne, quoi. Ailleurs, à Manchester, qui est donc une ville
mais pas la plus riche d'Angleterre. On a un label indépendant qui voit le jour, qui s'appelle Factory Record, qui produit, entre autres, Orchestral Manoeuvre in the Dark, mais surtout Joy Division, qui deviendra par la suite New Order. Et donc, on a vraiment 2 ans d'explosion, d'effervescence musicale, où on voit des groupes sortir de partout en Angleterre, avec forcément du bon et du moins bon, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment de constater une vague de création dans tous les sens, qui mélange tous les styles des années précédentes et qui arrive comme ça, qui déferle de partout, court-circuitant complètement les structures musicales en place à l'époque. Et c'est 1 ou 2 ans plus tard qu'on va voir vraiment le phénomène arriver à Londres et être pris par des groupes comme Simple Minds, Eurythmics ou par exemple Billy Idol qui était avant donc, dans Siouxsie and the Banshees, qui est un groupe un peu gothique des années 70. Mais Billy Idol, quand il va faire sa carrière solo, il va vraiment, pour le coup, prendre la tangente et emprunter ce courant New Wave avec des gros synthés, de la grosse reverb sur, franchement, pas mal de ses morceaux. Mais il semblerait que ce phénomène ne touche pas simplement que l'Angleterre, finalement. En fait, il émerge à plusieurs endroits, à la fois dans le monde. Alors, il émerge aux États-Unis avec des groupes comme Talking Heads, mais aussi en Allemagne, la Neue Deutsche Welle, qui se forme autour de groupes comme Der Plan, par exemple, si vous aimez ce qui est expérimental, complètement dans l'héritage de Kraftwerk finalement. Mais aussi et surtout, on a une New Wave qui se construit autour d'une situation qui est celle du mur de Berlin. En effet, les jeunes berlinois sont divisés par le mur de Berlin et connaissent une situation très précaire du fait, bien évidemment, de la condition de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette jeunesse, elle voit beaucoup de défauts au monde qu'on leur présente et elle a envie de le relever. Elle a envie de s'y opposer. Et ça, on peut y reconnaître un héritage du punk. Alors je pense à Nena, par exemple, avec 99 Love Balloon, qui est finalement une moquerie des dirigeants du monde qui sont incapables de construire la paix et qui ont cette fâcheuse tendance à toujours provoquer la guerre. Un peu moins dans la moquerie, on a un groupe assez connu qui, lui, va aborder ces thématiques-là sur un aspect plus lourd, plus dramatique. C'est Alphaville. Alphaville qui va, dans la plupart de ses morceaux, retranscrire cette angoisse des jeunes vis-à-vis du chômage de masse, de l'avènement de l'ère nucléaire, de cette proposition du monde qui leur est faite qui n'est clairement pas très réjouissante, notamment dans un titre, Forever Young, qu'on va écouter tout de suite. Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young.
Forever Young, sorti en 1984 sur l'album du même nom, évoque la mise en place de l'ère nucléaire. En 1984, c'est l'apogée de la guerre froide quand même, et puis surtout on est en plein débat sur une surenchère finalement nucléaire de la part des États-Unis face aux Soviétiques, qui crée en Allemagne par ailleurs les premiers mouvements écologistes qui s'opposent donc à toutes ces constructions nucléaires, conscience du risque nucléaire. Et donc c'est vrai que dans les années 80, le monde, plus généralement que l'Allemagne, est témoin des guerres interposées entre blocs de l'Ouest et blocs de l'Est. Et voit faner en quelque sorte les espoirs de paix mondiale qu'on avait construits au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En effet, en 1945, 1946, on met en place les Nations Unies. Finalement, on se promet à tous que maintenant, la solution à un conflit sera la discussion, la diplomatie, et non plus la surenchère guerrière. 30 ans après, c'est pas vraiment le tableau qu'on dresse à la jeunesse, puisque on voit la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, guerre d'Indochine, beaucoup de révolutions et de répression en Amérique du Sud. Et cette jeunesse, elle dénonce ces massacres, qu'elles soient plus ou moins politisées d'ailleurs. Beaucoup de groupes de la New Wave portent cyniquement des noms liés à la guerre, justement pour dénoncer cette surprésence de la guerre. Joy Division est une référence assez lugubre aux camps de concentration, aux divisions de la joie. Indochine, en France, est bien sûr une référence à la guerre d'Indochine. Et aux États-Unis, par exemple, on a the B-52s. Et les B-52, ce sont les avions américains qui donc ont causé beaucoup de tort à de nombreuses populations pendant cette période-là. En 1980, Orchestral Manoeuvre in the Dark interpelle Paul Tibbets, le pilote du bombardier Enola Gay, qu'il a nommé ainsi en hommage à sa mère. Alors Enola Gay, le bombardier, c'est le bombardier qui a survolé Hiroshima le 6 août 1945 et dont le pilote a largué la bombe atomique Little Boy sur Hiroshima le 6 août 1945. OMD demande à Paul Tibbets: ta mère est-elle fière de son petit garçon aujourd'hui? Sa mère Enola Gay, petit garçon Little Boy, en référence bien sûr à la bombe atomique. Enola Gay, paru sur Organization en 1980. Alors on les entend bien là, les petits synthés en fond. Ça c'est vraiment
l'impact de la New Wave sur les nouvelles productions, et là on le reconnaît bien. Alors, on l'a dit, une opposition aux guerres mondialisées de la part de toutes les jeunesses du monde quasiment. On peut faire référence aussi à la jeunesse américaine qui s'est beaucoup soulevée contre la guerre du Vietnam. Mais la New Wave, on l'a dit plus tôt, c'est un courant qui émerge du punk et du post-punk et qui porte donc finalement un discours sur le rejet du système et de ce qu'on appelait déjà auparavant, 10 ans auparavant, l'establishment. L'establishment, ça veut dire l'ordre établi, se lever à 8 heures, partir au boulot, 8h, 18h, métro, boulot, dodo, tout ce que vous voulez, voilà. Le punk avait fait le choix de casser tous les codes, mais ce choix, il était aussi politique, parce qu'en fait, c'était porté par des groupes, par des populations, par une jeunesse qui vraiment avait pour choix de s'opposer à ce système. En Angleterre, le punk, c'est une histoire, avec le ska aussi, le reggae, des classes populaires blanches qui ont choisi de vivre en mixité avec les classes populaires, notamment jamaïcaines à Londres ou des choses comme ça. Et ça a vraiment créé un métissage à ce moment-là et une ouverture sur les autres, une prise de conscience. Et tout ça, ça a construit ce message anti-système punk, anti-système, mais aussi destruction du système. Il y a une idée de lutte contre le système dans le punk. Mais les années 80, alors on l'a dit, c'est l'apogée de la guerre froide, mais on sent quand même que, même si on a peur un peu partout que ça pète, on sent quand même que l'URSS est en train de perdre petit à petit cette guerre. Les années 80, dans beaucoup de pays, c'est le passage assuré à une économie de marché. En France, en 82, par exemple, c'est le tournant de la rigueur, mais on voit aussi d'autres personnages, comme Margaret Thatcher, faire comprendre à tout le monde, mais surtout aux jeunes générations, qu'il n'y aura pas d'alternative. Le passage à une économie de marché mondialisée, ça sous-entend une certaine forme de productivisme, une certaine forme de standardisation, de nucléarisation de la société, qui est vraiment mal vécue par les jeunesses, notamment pour le coup européennes. C'est l'arrivée d'un problème qui est toujours d'actualité, le problème du chômage de masse, qui menace, pareil, notamment les jeunes. Hein. On l'a dit plus tôt à Berlin, mais c'est le cas en fait dans énormément de pays, bien évidemment. C'est aussi, par exemple, en Amérique du Sud, des répressions très, très, très violentes contre les opposants au pouvoir en place. Il y a eu beaucoup de révolutions en Amérique du Sud qui opposaient, en fait, finalement, des régimes plutôt libéraux à des régimes communistes et qui ont complètement été réprimés. Je pense à la plus connue, l'opération Condor, opération menée par le général Pinochet, mais bien évidemment, on le sait maintenant, financée en grande partie par les États-Unis. Pas qu'au Chili, hein, aussi en Argentine, en Bolivie. Donc des années 60 à 1979, c'est en Amérique du Sud un grand affrontement et une grande répression politique des communistes. Donc on voit partout dans le monde, finalement, ces deux propositions de société, entre une société libérale, une économie de marché, la mondialisation finalement, et le bloc soviétique, la proposition soviétique, communiste, qui porte aussi des espoirs chez un grand nombre de personnes dans le monde. Et donc, cette défaite, petit à petit, du modèle communiste, des espoirs communistes, elle emporte avec elle l'idée de lutte et de destruction du système qui était portée par les mouvements punk. Comme on l'a dit, les dirigeants ont fait comprendre qu'il n'y aurait plus d'alternative, et s'il n'y a plus d'alternative, ça veut un peu dire que le combat est perdu. Et donc, on laisse place au sentiment, à l'introspection, à l'imagination, face au constat actuel. Et finalement, ça paraît assez naturel. Quand
le tableau extérieur est navrant et que vous savez qu'en fait, finalement, vous n'avez plus de possibilité de le changer, que le monde qu'on vous propose ne vous plaît pas, eh bien, ça paraît logique de se tourner vers l'intérieur. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un mouvement qui a vu le jour dans plusieurs endroits du monde en même temps. Peut-être parce qu'il parlait à plusieurs jeunesses en même temps, d'un même tableau un peu navrant.